Nous entendrons la communication de Madame Charlène Saint-Thomas, Monsieur Thomas Rajotte et Madame Marilyn Dupuis-Brouillette, qui s'intitule « Rapport d'intervenante scolaire à l'éducation préscolaire avec les mathématiques ». Je n'ai pas réussi à passer le point d'interrogation, par contre. Alors, à vous la parole. Merci beaucoup, M. Fontaine. Donc, oui, donc notre présentation, c'est vraiment sur les différentes intervenantes qui œuvrent à l'éducation préscolaire, donc maternelle 4 ans, maternelle 5 ans. Et donc, on est allé observer 6 classes de maternelle. Donc, on va vous présenter un petit peu plus loin les résultats de notre petite recherche. Donc, c'est vraiment un projet de recherche sur les pratiques et les activités effectives d'éveil aux mathématiques à l'éducation préscolaire. Donc, c'est un projet beaucoup plus large que ce que vous allez recevoir dans la présentation. Et on est allé dans un aspect spécifique sur 6 situations en mesure. Donc, c'est des équipes écoles qui nous ont demandé de la formation à la suite d'un questionnaire qui a été envoyé sur les pratiques d'éveil aux mathématiques à l'éducation préscolaire. Donc, les équipes écoles ont réalisé qu'elles avaient besoin d'un peu de support, en quelque sorte. Et donc, on est allé donner de la formation. Et après cette formation-là, les enseignantes, les orthopédagogues et les TES ont décidé de travailler des situations en mesure. Donc, la notion de la mesure, puisqu'elle n'était pas travaillée jusqu'à présent dans les 6 classes de maternelle. Et donc, on a eu des observations qui ont été réalisées à la suite de ces formations-là dans les classes de maternelle pour aller observer les différentes activités. Donc, vraiment, c'est avec les 3 types d'intervenantes, donc enseignantes, orthopédagogues et les TES, on est allé observer avec un outil classe qu'on va vous présenter un petit peu plus loin. Donc, on sait que depuis 2013, il y a eu la création de nombreuses maternelles 4 ans au Québec, là, et on ne rentrera pas dans la politique, mais de ces classes de maternelle 4 ans à temps plein se développent un peu partout à travers le Québec. Et il y a eu une invitation qui a été lancée aux différents intervenants du primaire pour faire la transition vers le primaire, vers l'éducation préscolaire. Mais cette transition-là professionnelle comporte certains défis, surtout lorsque les intervenants étaient habitués de travailler au primaire et même au secondaire. Donc, il y a des différents intervenants qui œuvraient dans les différents cycles supérieurs, pour ainsi dire. Là. Et cette transition-là, avec les différents défis professionnels, peuvent se situer dans les pratiques éducatives qui sont davantage efficaces à la petite enfance. Donc, on peut penser dans le contexte scolaire pour nos enfants de 4 et 5 ans qui se retrouvent dans des classes de maternelle 4 ans et de maternelle 5 ans, puisque habituellement, les activités quotidiennes sont vécues de façon informelle ou avec du jeu guidé. On peut penser aux environnements qui sont favorables pour les enfants de 4 ans et 5 ans ou qui ont besoin d'être actifs. Ils ont besoin d'être stimulés, ils ont besoin de découvrir, ils ont besoin de manipuler, d'explorer, d'expérimenter. Donc, c'est plusieurs éléments que les enfants ont besoin d'être actifs. Donc, c'est dans les principes pédagogiques de l'éducation préscolaire. Et cette transformation, cette transition professionnelle-là nécessite également des connaissances et une certaine expérience avec les enfants de 4 et 5 ans. Et toutefois, malgré leur expérience, malgré que les différentes intervenantes là, avaient plusieurs années d'expérience derrière la cravate, mais elles n'avaient pas d'expérience ou très peu à l'éducation préscolaire et en lien avec le questionnaire qu'on avait envoyé dans les commissions scolaires, il y a eu une manifestation des besoins quant à l'éveil aux mathématiques. Donc, quelle activité puis quelle approche utiliser pour travailler l'éveil aux mathématiques dans des classes de maternelle 4 ans et de maternelle 5 ans. Donc, le but de notre présentation, c'est de décrire les pratiques des différentes intervenantes à l'éducation préscolaire selon la qualité des interactions dans un contexte d'activité mathématique. Donc, on s'est fié au cadre de référence du CLAS, donc la qualité des interactions qui est observée par le Classroom Assessment Scoring System. Donc, c'est 3 grands domaines qui ont été observés, donc le soutien émotionnel, l'organisation de la classe et le soutien à l'apprentissage. Ici, on a vraiment mis les lunettes
en lien avec le soutien à l'apprentissage parce que les trois dimensions qui se recoupent sont vraiment des dimensions qu'on peut voir dans des activités, que ce soit des activités formelles ou des activités informelles, là, peu importe, mais qui développent l'éveil aux mathématiques, qui développent la littératie, qui développent un certain savoir. Donc, lorsqu'on parle de développement de concepts, qualité de la rétroaction et le modelage langagier, ce qui était observé, c'est est-ce que l'enseignante observe ce que les enfants font et elle les questionne? Est-ce qu'elle fait de l'étayage? Est-ce qu'elle accompagne les enfants? Est-ce que les enfants peuvent manipuler? Est-ce que les enfants ils ont une certaine place? Donc, y a-t-il des initiatives de l'élève ou bien donc c'est vraiment l'enseignante qui met en place l'activité puis que c'est une séquence très, très dirigée, très stricte? Est-ce qu'il y a place à exploration? Est-ce qu'il y a de l'intégration? Est-ce que le vocabulaire mathématique est vraiment soutenu? Et nous, donc, on a pris nos lunettes soutien à l'apprentissage dans des activités liées aux différentes notions d'éveil aux mathématiques. Et là, ici, spécifiquement, les équipes écoles ont décidé de travailler la notion de la mesure. Donc, l'éveil aux mathématiques, vraiment, là, dans l'approche développementale qui est prescrite à l'éducation préscolaire, bien, ça commence avec un enfant comme apprenant, puis on met autour de lui vraiment des milieux qui sont riches, authentiques, avec du matériel. Et on met en place, dans le fond, un besoin d'accompagnement en tant qu'adulte, notamment par les observations, par nos interventions, par le questionnement qu'on va avoir avec cet enfant-là. Donc, on se rappelle qu'on est vraiment à l'éducation préscolaire avec des enfants de 4 ans et de 5 ans. Donc, nos objectifs, c'est de situer les enjeux relatifs aux pratiques mathématiques à l'éducation préscolaire selon l'expérience des intervenants, des intervenantes, et selon les impacts d'une formation continue sur l'éveil aux mathématiques, sur la qualité des interactions entre les intervenants et les élèves. Donc, notre méthodologie, nous avons une approche mixte, donc quantitative par les données du questionnaire et de l'observation avec l'outil classe, avec une échelle de Likert de 1 à 7, qu'on va voir un petit peu plus loin. Et on avait aussi un volet qualitatif là, par les données du journal de bord. Et on est dans une recherche exploratoire et descriptive. Donc, notre questionnaire en ligne comportait 71 questions qui étaient envoyées dans plusieurs commissions scolaires et des observations en classe, donc 4 cycles d'observation de 20 minutes. Et donc, on était présent en classe en matinée pendant environ 2 heures, puisque entre les 20 minutes, il y a un battement qu'on laisse pour voir s'il y a un changement dans les différentes activités. Et ça a été fait avec des grilles d'observation du class pre-K, donc vraiment pour des enfants de 4 et 5 ans, où que l'enfant peut jouer, peut être en jeu libre. Donc, il y a vraiment des grilles d'observation pour le jeu libre, des grilles d'observation qui sont aussi faites pour des activités un peu plus dirigées. Même si l'enseignant décide d'aller à l'extérieur, c'est pas grave, la grille s'adapte. Et également avec le journal de bord. Donc, notre échantillon, on a 6 enseignantes, on a 5 orthopédagogues et 6 techniciennes en éducation spécialisée pour 6 équipes écoles. Donc, on a une équipe école qui n'avait pas d'orthopédagogue lorsqu'on était allé observer et cette école-là, qui était une petite école, n'a pas d'orthopédagogue à temps plein, donc c'est seulement selon les besoins. Ces 6 équipes écoles-là ont suivi une formation sur l'éveil aux mathématiques qui a été donnée par nous-mêmes. Et à la suite de cette formation-là, elles se sont données comme mandat de réaliser au moins une activité basée sur la notion de la mesure. Donc, ils n'ont pas travaillé la mesure encore, donc c'était vraiment dans leur mandat. Et bien, l'âge de notre échantillon se situait entre 22 ans et 57 ans pour les différentes équipes écoles. En ce qui concerne nos résultats et, dans le fond, notre discussion, donc, l'identité professionnelle des intervenantes sont vraiment dans une identité professionnelle de transition pour les orthopédagogues et les TES. Elles étaient vraiment, ils ont des savoirs construits, donc une expérience en ce qui concerne le primaire, puis ils ont des savoirs à construire pour l'éducation préscolaire. Donc, l'ensemble des orthopédagogues et des TES, ça faisait moins de 2 ans qu'elles étaient dans une classe à l'éducation préscolaire, contrairement aux enseignantes que eux, ça faisait plusieurs années qu'elles œuvraient à l'éducation préscolaire.
Donc, il y a une identité qui est distincte pour les enseignantes de maternelle. Donc, elles connaissent bien l'enfant d'âge préscolaire, les caractéristiques de l'enfant, le développement global, les besoins des enfants. Elles maîtrisent également des compétences professionnelles en contexte d'éducation préscolaire. Donc, concevoir des activités, planifier des activités, et elles ont une préoccupation pour la place du jeu. Elles ont également des aptitudes personnelles, donc confiance en soi, maturité. Donc, elles ont également, elles nomment la passion pour les enfants et l'éducation préscolaire. Par contre, elles ont des aptitudes professionnelles en contexte d'éveil aux mathématiques. Elles mentionnent qu'ils ont un manque de temps. Donc, un manque de temps en classe pour faire des activités d'éveil aux mathématiques, contrairement à, le nommait, là, à la littératie. Elle nommait également qu'ils ont tellement de trousses un peu partout, littératie, gestion des émotions et tout ça, qu'elle manquait de temps pour des activités d'éveil aux mathématiques. Elle manque de connaissances. Donc, après la formation, là, elle disait « Mon Dieu, je ne savais même pas qu'on avait toutes ces notions-là qu'on pouvait travailler en mathématiques. » Donc, oui, elle mentionnait, nous, on compte, on fait le calendrier, on fait ci. Moi, je pensais que c'était assez, mais donc, c'est vraiment ça. Et elle manque de ressources. Donc, ils ont du matériel ou pas, mais même s'ils ont du matériel, elles ne savent pas quoi faire. Donc, les besoins identifiés pour les enseignantes, c'est quoi et comment enseigner les mathématiques. Pour l'orthopédagogue, c'est qui est l'enfant du préscolaire et le quoi et comment enseigner les mathématiques pour les enfants du préscolaire. Puis pour les TS, c'est qui est l'enfant du préscolaire et comment l'accompagner. Donc, on voit que les besoins ne sont pas nécessairement les mêmes selon les intervenants et c'est tout à fait normal parce qu'ils n'ont pas nécessairement la même place dans une salle de classe. Donc, maintenant, on va travailler dans les 6 équipes. Là. Je vais vous montrer un peu le rectangle rouge, c'est vraiment pour le soutien à l'apprentissage. Donc, je vous rappelle, c'est toutes nos lunettes pour l'éveil aux mathématiques. Donc, comment est-ce que les enseignants soutiennent les activités en lien avec les activités ici de mesure. Donc, la première activité, c'est mesurons des figurines de dinosaures ensemble. Donc, les enfants devaient mesurer les différentes figurines. Donc, il y avait 4 figurines de dinosaures et les enfants devaient les mesurer en utilisant les crayons. Bien, en premier, c'est l'enseignante qui le fait, puis ensuite, elle invite quelques enfants. Donc, ce n'est pas tous les enfants qui ont pu expérimenter, manipuler et tout ça. Donc, en ce qui concerne le score du classe au soutien à l'apprentissage, bien, on voit que pour l'ATS, il n'y a pratiquement pas de questionnement, pas d'observation, pas d'intervention en lien avec le soutien à l'apprentissage. Et l'enseignante, bien, elle a un score d'environ 3 points quelque chose. Donc, je vous dirais, c'est dans un niveau moyen faible. En ce qui concerne l'équipe 2, donc ici, on a l'orthopédagogue qui s'ajoute. Et c'est dans le changement de rang. Donc, on a les amis, on est rendu au début du mois d'avril, les enfants ont grandi. Je pense qu'on va changer notre rang parce qu'on n'a pas tout à fait le même ordre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut mesurer les enfants? Comment est-ce qu'on peut les placer? Donc, il y avait toute cette notion, ce questionnement-là. Donc, on peut voir que, contrairement à l'équipe 1, l'ATS a quand même un peu plus apporté de questionnement, d'observation et tout ça. Mais c'est vraiment notre orthopédagogue qui se situe à la limite, parce que dans le fond, entre un score de 6 et 7, c'est un niveau élevé en ce qui concerne le soutien à l'apprentissage. Donc ici, on est quand même relativement élevé, donc moyen élevé, et on a l'enseignante qui se situe à un niveau moyen, là, presque 4. En ce qui concerne l'équipe 3, donc mesurons les chemins de chenilles. Donc, il y a du matériel de manipulation, il y a des jetons, il y a un chemin qui est tracé là, pour mesurer les chenilles. Donc, les enfants travaillaient avec différents matériels. Donc, encore une fois, la TES, donc, c'est pas ces observations, ces questionnements, c'était pas centré tant sur l'apprentissage. Mais par contre, lorsqu'on a l'orthopédagogue en classe, encore, c'est davantage, donc son score est davantage élevé versus l'enseignante. Donc, en ce qui concerne l'équipe 4, donc encore une fois, là, je vous invite à observer que c'est vraiment l'orthopédagogue qui questionne, qui observe, qui offre du matériel, qui offre de l'étayage, comparativement à l'enseignante et l'ATES également. L'équipe 5, donc comparons différents objets.
Donc, il y avait différents objets dans des bacs et les enfants étaient emmenés à essayer lequel qui est le plus long, lequel qui est le plus petit, donc les placer en ordre croissant, en ordre décroissant et tout ça, là. Donc, encore une fois, c'est encore l'orthopédagogue qui a un score supérieur à l'enseignante et même la TES. Et ensuite, notre équipe 6 c'est le concours du chocolat de Pâques. Donc, c'est un concours fictif. Il faut s'assurer d'avoir le plus gros chocolat de classe parce qu'il y a différentes boîtes qui vont être tirées. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer d'avoir le plus gros chocolat qui sont dans des boîtes, mais on ne peut pas aller les manipuler, hein? On est en COVID, on ne peut pas toucher au chocolat, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même le mesurer? Donc, encore une fois, c'est notre orthopédagogue qui vient vraiment soutenir les apprentissages des enfants en lien avec l'activité de mesure, mais l'enseignante était quand même dans un niveau moyen élevé comparativement à d'autres enseignantes qu'on aurait pu voir. Donc, si on prend nos 6 équipes écoles et qu'on, dans le fond, on fait la moyenne, bien, on voit que les TES sont vraiment dans un niveau faible lorsqu'on regarde le soutien à l'apprentissage. Mais ne vous inquiétez pas, leur rôle se situe davantage dans le soutien émotionnel et l'organisation de la classe. Donc, si on regarde la bande pour les TES, ben, en ce qui concerne le domaine du soutien émotionnel, ben, les TES se situent à un niveau élevé et à un niveau moyen en ce qui concerne l'organisation de la classe. Donc, elles ont vraiment leur rôle à cœur. Ensuite, en ce qui concerne l'enseignante, donc les bandes bleues, bien, on peut voir que le soutien à l'apprentissage se situe à un niveau moyen, même un petit peu plus dans le faible, tandis que les bandes bleues, lorsqu'on regarde le soutien émotionnel, c'est dans un niveau élevé, et lorsqu'on regarde l'organisation de la classe, c'est vraiment au niveau entre moyen et élevé. Et les scores qu'on observe ici pour l'enseignante, c'est vraiment les scores qu'on observe habituellement dans des classes avec l'outil le classe. Donc, c'est vraiment des scores qui sont fidèles à ce qu'on retrouve habituellement. Donc, c'est vraiment la bande de nos orthopédagogues qui nous ravit ici, là, en ce qui concerne le soutien à l'apprentissage. Donc, on voit vraiment qu'elles soutiennent, qu'elles viennent observer, elles font de l'étayage et tout ça, là, en ce qui concerne les différentes activités d'éveil aux mathématiques que nous avons observées. Donc, si on regarde un peu plus en profondeur pour les 3 dimensions, là, développement de concepts, qualité de la rétroaction et le modelage langagier, c'est vraiment les bandes jaunes, là, or, là, qui sont pour les orthopédagogues. Donc, en ce qui concerne l'observation, étayage, accompagnement, manipulation, exploration, questionnement. Donc, c'est vraiment les scores des orthopédagogues qui sont beaucoup plus élevés comparativement à nos 2 autres intervenantes. Il vous reste 2 minutes. Merci. Donc, dans les pratiques d'éveil mathématique, il y a certains éléments qui sont essentiels qui ont été présents, donc qui ont été observés, dont l'observation, l'étayage, l'accompagnement, le questionnement, mais il y a quand même d'autres éléments essentiels qui étaient davantage effacés ou voire absents, dont la manipulation, l'exploration et l'intégration selon différentes équipes écoles. Donc, maintenant, le regard didactique. Oui, je vais faire vite là, pour des contraintes de temps. Juste vous mentionner que les activités qu'on a proposées au préscolaire sont en lien avec la progression suggérée en 4 étapes sur la présentation d'activités en lien avec la notion, le concept de mesure. Ça, là, on aurait réfère à Jean Dionne. Si on regarde les activités en 4 étapes, l'idée, dans un premier temps, c'est d'aborder des activités qui traitent la mesure avec des unités non conventionnelles et qui seront différentes pour tous les élèves. Ça peut être, hey, je veux mesurer, quand on disait changer le rang dans la classe, je veux mesurer Charlène, je veux mesurer Marilyn, est-ce qu'il y en a une qui va en avant de l'autre dans le rang? Bien, pour mesurer Charlène, on pourrait dire, hey, est-ce que c'est Jean-Claude Boyer qui va prendre son avant-bras? Ça prend à mesure combien, Charlène? 10 avant-bras de Jean-Claude Boyer. Puis là, moi, je dis, non, pour mesurer Charlène, moi, je prends mon pied. C'est 15 pieds de Thomas qu'elle va mesurer Charlène.
si je prends Raymond Nolin qui est dans la salle, c'est peut-être 8 têtes de Raymond Nolin. Puis là, tout le monde a son unité, mais quand tu te parles pour ça, elle mesure combien, Charlène ou Marilyn, pour faire le rang? On ne s'entend pas parce que des pieds de Thomas, ce n'est pas la même chose que des avant-bras de Jean-Claude Boyer. Mais là, l'idée, c'est d'avoir une unité non conventionnelle qui va être commune à l'ensemble de la classe, d'avoir un consensus dans la classe. Et puis là, tu amènes les enfants à échanger pour dire on va choisir le bras de Jean-Claude Boyer. Ça va être ça l'unité de mesure de Charlène, de Marilyn ou de la longueur de la classe. Mais on s'aperçoit qu'il y a une limite avec ça. Même si c'est commun, cette unité de mesure-là, qu'il y a un consensus dans la classe, pour discuter dans une échelle universelle, ça ne marche pas. Si j'appelle la classe avec laquelle je fais de la correspondance au BC en Colombie-Britannique, je dis hey, ma classe, elle mesure 10 avant, donc 40 avant-bras de Jean-Claude Boyer. Ils ne comprendront pas. Donc, il faut utiliser une unité de mesure qui est conventionnelle, qui est commune à l'échelle universelle. Nous, ce qu'on a, c'est le système métrique, sauf peut-être aux États-Unis qui sont avec le système impérial. Mais là, tu dis, parfait, on a une unité conventionnelle, on amène ça. Plus tard, tu t'aperçois, l'unité conventionnelle, il va falloir le fractionner. Si je veux mesurer Charlène pour la placer dans le rang, le mètre, peut-être qu'en plaçant un mètre, je vais m'apercevoir ça y arrive à la taille. Mais si je mets un deuxième mètre, je suis en haut de sa tête. Donc là, je suis obligé de fractionner mon mètre. Je vais utiliser des décimètres, des centimètres, des millimètres. Donc, l'idée, c'est d'avoir une progression d'activités en 4 étapes. Puis nous, on a misé sur les 2 premières dans les activités préscolaires qu'on a abordées. Au diapo, je vais essayer d'aller vite, on a des contraintes. Aussi, juste vous rappeler, pour avoir une compréhension riche et profonde d'un concept en mathématiques, on suggère de référer à la compréhension conceptuelle ou au modèle de Bergeron et Trutkovich en 4 niveaux. Là, ici, on est en lien avec la mesure. Nous, on a travaillé surtout avec nos activités, les 2 premiers niveaux, compréhension intuitive. Qu'est-ce qui est, c'est des termes plus intuitifs là, sur la mesure. Les chocolats de Pâques que je veux, est-ce qu'ils sont plus gros, sont larges, sont épais, mes chocolats? Je peux les comparer de manière intuitive. Là. Je pourrais dire, je pense que tel chocolat est plus grand que l'autre, ou même chose pour Laurent. Peut-être que Marilyn est plus grande que Charlène. Après, compréhension procédurale, je peux agir sur la situation, je peux manipuler concrètement des objets pour élaborer ma compréhension. Est-ce que Charlène est plus grande que Marilyn? Je peux les mettre une à côté de l'autre et apercevoir, il y en a une qui est plus grande que l'autre. Même chose pour l'abstraction, on l'a moins travaillé, là, mais ça peut être il y a différents invariants ou c'est un autre niveau de compréhension. Mais si je dis, hey, Charlène, elle mesure combien? Là, si je la vois sur Zoom, mais je vois juste la tête, c'est pas parce que je ne vois pas tout le corps qui est plus petite qu'est-ce qu'elle est en réalité. Donc, il y a différents éléments. Et l'idée, c'est de travailler les différents niveaux de compréhension avant d'aller juste sur la formalisation, par exemple, l'utilisation d'unités non conventionnelles ou de langage symbolique pour écrire les nombres, parce que si on va trop vite sur la formalisation, on ne peut pas garantir que l'élève va avoir une compréhension riche et profonde des notions, concepts, processus mathématiques. Ici, on parle de mesure. Donc, je relaisse la parole à Charlène. Oui. Merci pour une petite conclusion. Là. Donc, on s'est demandé quelle place pour l'éveil aux mathématiques dans le futur. Donc, c'est sûr que nos résultats sont préliminaires. On est dans un échantillon qui est très restreint. On a 6 équipes écoles. Là. Et on a aussi des considérations pour le nouveau programme qui voit le jour. Et on a aussi des nouveaux programmes dans les différentes universités. Là, si on pense aussi à l'UQTR, l'Université de Sherbrooke, là, des programmes pour spécifiquement l'éducation préscolaire. On a aussi des recommandations des intervenants donc, qui nous ont demandé d'adapter la formation, donc de bonifier l'offre de cours spécifiques au préscolaire en contexte mathématique. Et en ce qui concerne nos recommandations, c'est de réfléchir sur la formation, peut-être pas nécessairement comme une formation initiale, mais plutôt dans la logique de formation continue. Parce qu'on a des intervenants qui nous ont dit « Ah oui, j'ai déjà vu ça dans mes cours, là, mais mon Dieu, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, donc je ne m'en souviens plus. » Donc souvent, ils sont dans les cours, ils ne s'en souviennent plus, mais c'est lorsqu'ils arrivent sur le terrain là, qui ont besoin de se rafraîchir la mémoire, en quelque sorte. Donc, avoir de l'accompagnement offert en milieu scolaire et aller voir les recherches sur les impacts dans les pratiques de formation continue. Voilà. Parfait. Merci beaucoup.